avant Fukushima, avant la sortie rapide du nucléaire de l'Allemagne, cette hausse, déjà en 2010, il y a 12 ans, était prévue. C'est 50 milliards qu'on doit mettre sur la table. Et c'est 50 milliards qui va les payer. C'est le consommateur, in fine. Quand ça va mal, les entreprises, il faut que la force publique aille les aider. Puis quand ça va bien, il faut surtout qu'elle aille voir ailleurs. Il y a des gens qui trouvent ça bien. Moi, je trouve ça hallucinant. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter pour comprendre tous ces discours qui gravitent autour de nous et parfois on peut s'y perdre. Notre meilleure arme démocratique, savoir. Au programme aujourd'hui, l'explosion des prix de l'électricité et la fin de l'abondance prônée par Emmanuel Macron. On analyse tout ça, c'est l'Instant Porcher. Explosion du prix de gros de l'électricité pour 2023 en France, plus de 1 000 € le mégawattheure contre 85 € il y a un an. On a pu observer ça vendredi dernier. Pourquoi ce record? Alors d'abord, les flux de gaz russe vers l'Europe qui s'amenuisent depuis le début de la guerre en Ukraine forcément. Et bon nombre d'entreprises utilisent ce gaz russe. Le prix de ce gaz par sa rareté explose lui aussi. Et en France, la production nationale d'électricité est historiquement basse car seulement 24 des 56 réacteurs nucléaires EDF fonctionnent actuellement à cause d'un problème de corrosion. Alors cela menace notre indépendance et fait surtout augmenter les prix et nous pousse à acheter donc à l'extérieur. Résultat, les prix de marché là où l'électricité est négociée et achetée par les fournisseurs aux producteurs avant d'être commercialisée a été multiplié par plus de 10. Les ménages français sous tarifs réglementés EDF ne constatent pas une telle hausse sur leur facture grâce au bouclier mis en place par l'État et le fournisseur d'électricité. Les prix de l'électricité doivent être régulés jusqu'à février 2023. Mais par exemple, du côté du Royaume-Uni, il y a une augmentation de 82% de la facture d'électricité qui est attendue pour octobre prochain. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en 2023? La question dépend du maintien ou non du bouclier tarifaire qui a déjà coûté plus de 20 milliards d'euros à l'État, écrit France Info, je cite. Dans Le Parisien, la première ministre Elisabeth Borne a promis que l'exécutif n'allait pas laisser les prix de l'énergie exploser pour les ménages, tandis que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a assuré que la hausse de l'électricité et du gaz en 2023 serait contenue. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a malgré tout reconnu que le gouvernement ne pourrait pas indéfiniment geler les prix. On parle aussi de risque de pénurie d'électricité pour cet hiver. Devant le MEDEF, la première ministre a agité ce lundi la menace d'un rationnement de l'énergie si l'État, les collectivités, les citoyens et les entreprises ne diminuaient pas leur consommation. En cas de rationnement, les entreprises seraient donc les premières touchées, je la cite, elle a assuré ça et elle a appelé ces dernières à établir des plans de sobriété dès ce mois de septembre. Sur la question de l'approvisionnement, Emmanuel Macron, lui, va organiser un conseil de défense consacré à l'énergie vendredi matin. On a appris ça par France Info. Alors, est-ce que tout ça, c'était à prévoir? L'augmentation des prix était-elle inévitable? Est-ce qu'on assiste encore une fois aux limites de notre modèle actuel? Quelle responsabilité pour nos dirigeants français et européens? Thomas, tu vas nous aider à y voir plus clair. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les prix de l'électricité ont augmenté de manière spectaculaire? Alors, il faut bien comprendre une chose déjà, c'est que l'électricité, c'est un bien qui n'est pas stockable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous appuyez sur l'interrupteur pour avoir de la lumière, il faut qu'il y ait tout de suite, de manière instantanée, une offre qui réponde à cette demande. Alors, vu que la demande n'est pas la même dans la journée, vous savez, par exemple, à 19h, 20h, quand tout le monde rentre du travail, et c'est partout en Europe, quasiment, tout le monde rentre du travail, tout le monde fait chauffer ses plaques chauffantes, tout le monde allume la lumière, tout le monde met la télé, etc., etc. Là, vous avez des grands pics de demande d'électricité. Et donc, à ce moment, il faut absolument que vous ayez une offre qui puisse répondre à cette demande. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe en France? Vous avez un ordre de mérite qui va du moins cher au plus cher. Au début, ça commence par l'hydraulique, qui est le moins cher. Ensuite, vous avez les centrales nucléaires qui produisent l'électricité de base. Et puis ensuite, on fait appel aux plus chers, qui sont les centrales à gaz et à charbon, qui viennent compléter cette offre d'électricité en période de pointe. Et le problème, c'est que le gaz, aujourd'hui, a son prix qui a été multiplié par 20, puisqu'on a un conflit entre la Russie et l'Ukraine et que la Russie est un des plus gros producteurs de gaz au monde avec le Qatar et l'Iran. Donc, comme vous avez une grosse partie de cette électricité, enfin 20% de cette électricité, qui est produite par du gaz, et bien vous avez les prix de l'électricité qui ont augmenté sur le marché. Mais il faut bien comprendre quand même, parce que c'est une tarification qui est un peu difficile. C'est-à-dire que sur la tarification de l'électricité, vous avez un coût du capital qui dépend en fait de la façon dont vous produisez cette électricité. Chez nous, elle est majoritairement du nucléaire. En Italie, il n'y a pas de nucléaire, donc c'est majoritairement du gaz. En Allemagne, ils ont voulu sortir rapidement du nucléaire, donc il y a une partie en renouvelable et une partie avec du gaz, parce que le renouvelable ne fonctionne pas à plein pot, et donc en backup, on doit avoir du gaz qui fournit des centrales à gaz qui fournissent de l'énergie au renouvelable. Donc ce coût de capital est différent entre chaque pays. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle
le coût marginal, c'est-à-dire la dernière unité mise en production en période de pointe, qui dépend majoritairement, mais de manière disproportionnée dans chaque pays, des centrales à gaz et à charbon. Et là, vous avez des centrales à gaz qui ont fortement augmenté. Donc nous, vraisemblablement, chez nous, pour le moment, comme nous avons une majorité de notre électricité qui dépend du nucléaire, la tarification moyenne devrait moins augmenter que dans les autres pays. Mais elle augmentera quand même, puisque nous avons quand même besoin du gaz dans ces périodes de pointe. Et par ailleurs, rappelons-le, le nucléaire a un certain nombre de coûts croissants, on en discutera après, de coûts croissants qui font que de toute façon, la tarification aurait quand même augmenté. Donc voilà pour l'explication, c'est assez complexe, mais grosso modo, pour résumer, si on devait le dire, ce qui tire en tous les cas en ce moment les prix à la hausse, c'est cette hausse des prix du gaz qui est due au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, il y a Bruno Le Maire qui a déclaré ceci, je vais le citer, « Blocage de l'augmentation des prix de l'électricité à plus de 4% depuis février et gel du prix du gaz depuis octobre 2021. Aucun autre gouvernement européen n'a fait autant que la France pour protéger ses compatriotes contre la hausse des prix de l'énergie. » Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de la gestion de cette crise par nos dirigeants français mais aussi européens? Et est-ce que cette crise, elle était envisageable et elle pouvait être anticipée? La première des choses, c'est que le blocage des prix, directement ou indirectement, c'est une solution qui est bien, mais qui ne peut pas être une solution pérenne. Parce que là, quand on bloque les prix, là, qu'est-ce qu'on réduit les taxes ou on réduit la marge des distributeurs et des producteurs. Donc c'est quelque chose qui a une certaine efficacité, bien sûr, sur le court terme, mais qui, sur le long terme, ne peut pas être une situation pérenne. Le vrai malaise que j'ai, c'est qu'il est vrai que là, ce qui a déclenché cette forte hausse des prix, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qu'on ne pouvait pas prévoir. En tous les cas, on ne pouvait pas en prévoir une date fixe, voilà, même s'il y avait des tensions très fortes entre les deux. Mais malgré tout, ça fait des années, que tout le monde sait que les prix de l'énergie sont orientés à la hausse. Ces débats-là, ils ne datent pas d'hier. Je vois par exemple une étude du CERA, qui est un centre de recherche de l'énergie, dont faisait partie Jean-Marie Chevalier, un professeur, un des plus connus sur l'économie de l'énergie en France, qui est décédé il y a quelques mois et qui était un des plus grands économistes en fait, sur cette question-là, même si j'avais de nombreux désaccords avec lui. Mais là, on avait des accords, et c'était le cas avec d'autres de mes collègues avec qui j'écris des papiers de recherche sur l'énergie, c'est qu'on savait que les prix de l'électricité allaient augmenter. Le CERA, dont il faisait partie, prévoyait une hausse en 2010, c'est-à-dire avant Fukushima, qui a fait augmenter les critères de sécurité, avant la sortie rapide du nucléaire de l'Allemagne, qui a fait qu'on a été beaucoup plus dépendant des centrales à gaz dans le marché commun européen, puisque le but c'est de faire un marché commun de l'énergie. On savait déjà avant ça que les prix allaient augmenter. Eux, ils estimaient une hausse des prix sur les marchés spot de l'électricité de plus de 56% à l'époque. Donc cette hausse, déjà en 2010, il y a 12 ans, était prévue. Et qu'ont fait les différents gouvernements qui ont été au pouvoir? Ils n'ont rien fait. Ils ont fait en sorte de cacher ça, de cacher les vrais coûts de l'électricité, en fixant plus ou moins des prix qui évoluent en fonction de l'inflation, mais en ne prenant pas réellement les coûts du nucléaire, les coûts du démantèlement, le coût de l'allongement de la durée de vie des centrales, parce que quand on allonge la durée de vie des réacteurs, c'est 50 milliards qu'on doit mettre sur la table. Et c'est 50 milliards qui va les payer? C'est le consommateur in fine. Donc vous voyez, on a menti. Mais comme pour le diesel, on a menti. Le diesel, on a fait en sorte que ce soit moins cher que l'essence, alors que le diesel, en fait, est plus cher que l'essence. On a fait comme s'il n'y avait pas de problème avec la santé, alors que des pays comme le Japon, Tokyo, sont sortis du diesel en 2003 pour des raisons de santé. Vous voyez? Et c'est pour ça que Toyota s'est lancé dans l'hybride. Nous, on a fait comme si ça n'existait pas, on a menti. On a menti. Et pourquoi on a menti en fait? Parce que les politiques savaient très bien qu'il ne fallait pas augmenter les salaires. Donc il ne faut pas augmenter les salaires. Donc il ne faut surtout pas augmenter les coûts de base, factures d'électricité, factures de carburant, parce qu'on ne veut pas augmenter les salaires. Et puis surtout, ils savaient très bien qu'il y avait une politique de casse du service public, de baisse des dotations aux collectivités locales, qui faisait que les prix de l'électricité et de l'énergie, c'était la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Or, on savait tous que ça allait augmenter. Et quand ça augmente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions. Et là, trouver des solutions, c'est quoi? C'est peut-être refonder la fiscalité pour qu'elle soit peut-être plus progressive et plus juste. Vous voyez? Ça, c'est une bonne chose. Donc, quand on bloque les prix, on ne bloque pas les prix pour les bloquer comme ça de manière électoraliste. On bloque pour refonder la tarification de l'électricité et même des carburants pour qu'elle soit plus juste et plus adaptée à l'utilisation de chacun. Ça, c'est des choses qui doivent être pensées. Et ça n'a jamais été pensé. Donc, on bloque. Puis après, quand ça va mieux, on arrête. Puis on rebloque pour des raisons électoralistes, puis après on arrête et puis on fera des compensations ailleurs sur d'autres services publics. Donc moi, cette méthode de dire voilà, j'interviens comme ça, mais je n'ai pas de vision de long terme, alors que ces débats existent depuis des années,
me pose un vrai problème. Justement, il y a Emmanuel Macron qui a organisé un conseil de défense vendredi, je l'ai dit. Donc ouais, le fait d'avoir recours à un conseil de défense pour régler cette question, donc par notre président de la République, donc un conseil de défense, c'est cette réunion à huis clos avec quelques ministres. C'est d'ailleurs habituellement un outil de décision militaire, même si ça a été élargi au Covid pendant la crise, ce qui permet également de ne pas passer par le Parlement. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette solution? Moi, ça me dérange parce qu'il n'y a pas d'experts dedans. Et puis, on fait ça en dehors du citoyen et de la démocratie. Vous savez, l'Académie des sciences, quand elle parlait en fait des choix énergétiques, l'Académie des sciences, elle disait, il y a déjà pareil, une quinzaine d'années, donc vous voyez, ce n'était pas hier, elle disait, les choix énergétiques ne doivent pas être faits que par des experts. Ça doit aussi intégrer les citoyens. Parce qu'il y a des effets sur les citoyens. Je veux dire, si vous choisissez le nucléaire, vous avez peut-être une centrale dans votre ville, il y a certains qui ne vont pas vouloir. Vous avez un site où on doit entreposer les déchets, il y a des gens qui ne vont pas vouloir. Les éoliennes, il y a des gens qui n'en veulent pas. Le solaire, il y a des gens qui... Et ainsi de suite. Donc il faut dire aux gens, il faut expliquer aux gens, il faut faire de la pédagogie, il faut peut-être même qu'il y ait des votes, du référendum. Moi, je trouvais que là, on a un carrefour de décision là, sur notre avenir énergétique. C'est-à-dire que nos centrales vieillissent. Est-ce qu'on remet 50 milliards pour leur donner 10 ans de vie en plus, sachant qu'après, peut-être qu'on devra remettre la même somme pour leur faire 60 ans, et puis à un moment, il faudra peut-être penser à les démanteler. Tu vois, est-ce qu'on construit plus de réacteurs ou est-ce qu'on fait un mix un peu plus équilibré avec des renouvelables et du nucléaire? Enfin, c'est des questions qui doivent se poser avec l'avis des experts, être expliquées avec pédagogie, mais tranchées aussi par les citoyens, parce que les conséquences, in fine, c'est les citoyens qui les vivent. Et ça, c'est l'Académie des sciences qui disait, c'est pas moi, Thomas Porcher, c'est l'Académie des sciences. Et là, quand on fait un conseil de défense comme ça, où il n'y a que des ministres, où on passe par-dessus le Parlement qui est élu démocratiquement, pour moi, il y a effectivement un vrai problème. Alors, on va nous dire que c'est une façon d'être plus rapide, de réagir beaucoup plus rapidement en faisant les boucliers qu'ils ont fait là. Très bien, soit, mais on ne peut pas quand même passer constamment à côté de la démocratie représentative qui est normalement l'Assemblée nationale. Donc, il y a un vrai problème. Et par ailleurs, j'ajouterais que les grands choix énergétiques doivent être tranchés aussi démocratiquement. Et pas une année, on est élu en 2017, on veut baisser la part du nucléaire parce qu'on veut faire écolo, parce qu'à l'époque, c'est tendance de faire écolo et il nous faut Nicolas Hulot qui est anti-nucléaire dans le gouvernement. Donc là, on dit qu'il faut baisser la part du nucléaire. Puis après, 5 ans après, on dit non, en fait, il faut augmenter la part du nucléaire. C'est génial parce que finalement, on se rend compte que le vent tourne. C'est bien d'avoir une ligne en énergie parce que les investissements que vous faites aujourd'hui, c'est l'énergie que vous consommerez dans 20 ans. Donc si on a des stop and go, un coup c'est le solaire, puis on arrête le solaire. Donc maintenant on veut retourner au solaire, mais on importe les panneaux solaires de Chine puisqu'on a tué notre industrie quand on a plus voulu du solaire. Puis on voulait plus de nucléaire, puis maintenant on reveut du nucléaire, et ainsi de suite. Et c'est le fouillis. Et là on n'a pas de vision de long terme. Et à la fin, qu'est-ce qui paye sur sa facture d'électricité ces mauvais choix énergétiques parce qu'on fait des rattrapages, parce que ci, parce que ça, c'est le consommateur. Donc il faut absolument que le citoyen y participe, et puis il faut aussi une vision de long terme, ce que n'a pas Emmanuel Macron. Donc je suis contre ce conseil de défense. Et pour revenir au prix, est-ce qu'ils sont orientés à la hausse pour longtemps encore? Mais ils sont orientés à la hausse, quelle que soit l'énergie. Le gaz est orienté à la hausse. Il est orienté à la hausse, pourquoi? Parce que vous savez, avant le gaz, il y avait 3 marchés du gaz. Il y avait un marché européen où il y avait beaucoup de... Enfin, le gaz, pour le transporter, il faut des pipelines. Donc il faut des infrastructures de transport, de distribution que l'on construit et qui créent des relations très fortes entre le pays producteur et le pays consommateur. Et c'est ce qui se passe avec la Russie, puisque la Russie nous fournit une grosse partie de notre gaz. En Europe, moins chez nous, parce qu'on a voulu diversifier nos approvisionnements avec la Norvège, avec l'Algérie, avec les Pays-Bas. Et là-dessus, on a été plutôt malin. Donc il y avait un prix européen qui dépendait de ces contrats de long terme que nous avions avec nos fournisseurs. Il y avait un prix américain qui était beaucoup plus faible avec leur production de gaz de schiste. Puis il y avait un prix asiatique qui était beaucoup plus élevé parce que c'est du gaz liquéfié. Et quand c'est du gaz liquéfié, on doit transformer le gaz en liquide puis le retransformer en gaz. Il y a un coût qui est supplémentaire. On veut de plus en plus unifier ces marchés. Vous voyez, et comme là, on va en plus importer du gaz liquéfié du Qatar ou des États-Unis, ce marché va être de plus en plus unifié. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand ce marché va être unifié? Ça va être un marché où le prix va être basé sur le prix le plus élevé, qui est le prix du gaz liquéfié. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sur le pétrole. Tout le monde disait que les prix étaient orientés à la hausse. Monsieur de Margerie, qui était président de Total, nous avait dit en 2010 qu'on allait avoir un prix du carburant à 2 € et qu'il fallait s'y attendre. Donc ça fait 12 ans qu'on le sait. Qu'est-ce qu'on a fait sur la fiscalité? On n'a rien, on a ajouté de la fiscalité avec la taxe carbone. Donc on a puni les gens qui sont dépendants de leur voiture. Vous voyez, on ne s'est pas dit à un moment, bon, ça va augmenter, changeons la fiscalité, faisons en sorte d'avoir des voitures qui consomment moins, changeons la fiscalité, faisons en sorte d'avoir dans certaines zones un peu plus de transport. Enfin, il y avait plein de choses à mettre en place, des chantiers qui, sur 10 ans, on a le temps, qui n'ont pas été mis en place. On a fait comme si de rien n'était.
Et sur l'électricité, c'est pareil. Il y a des coûts du nucléaire qui n'ont pas été dits aux citoyens, qui ont été cachés parce qu'il fallait leur dire que le nucléaire, c'était pas du tout cher, parce qu'il fallait leur dire que EDF, c'était génial ce que faisait EDF. Moi, je suis pas contre un monopole public, je suis plutôt pour. Mais il faut dire la vérité aux gens. Le nucléaire, il y a de la sécurité, il y a de l'entretien. On l'a bien vu, des centrales ont été fermées, il y a de l'entretien. Une mise aux normes si on veut allonger leur durée de vie, qui va coûter très cher. Et puis il y a aussi le PR. Le PR, quand ça va être mis en marche, il y a un surcoût énorme. Il y a un retard de 10 ans, un surcoût de plusieurs milliards. Qui va payer ce surcoût? C'est le consommateur. Donc l'électricité va également augmenter. Moi, je parle toujours des 10% les plus riches, parce que je pense que quand on gagne plus de 4 000 euros, allez, cette inflation, on ne la sent pas. C'est ces gens-là qui vont devoir faire des efforts. Et ces gens-là, il va falloir leur imposer une forme, effectivement, de sobriété. Mais voilà, soit on dit aux gens de s'imposer, soit on fait en sorte, via la fiscalité, via les infrastructures mises en place, de transport, via la rénovation des bâtiments, de faire en sorte que nous consommons moins. Et c'est ce chantier-là qui n'a jamais été exploité. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Assistons-nous au mea culpa d'un libéral repenti, notre président de la République, qui nous présente enfin la fin de l'insouciance. Va-t-il nous proposer un changement de cap, un tournant écologique et social? Est-ce la fin de l'abondance des dividendes en augmentation de 32,7% au deuxième trimestre en France, supérieure à la moyenne européenne, ou encore des bénéfices de Total s'élevant à 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 2,2 au même trimestre 2021, profitant de la hausse des prix de l'énergie? Thomas, est-ce qu'on assiste à la fin de l'abondance? Qu'est-ce que tu penses de ce discours présidentiel d'introduction au Conseil des ministres? Soi-disant, il a mal été compris, mais je le trouve très indécent. Alors, je le trouve indécent. Effectivement, il y a un petit nombre de personnes, et même de grandes entreprises, qui vivent dans l'abondance. Et pour qui, d'ailleurs, le monde n'est pas un monde fini. Et qui vous explique aujourd'hui que l'humain trouvera toujours des solutions, de l'innovation, et que bientôt on arrivera à faire une croissance sobre en faisant tout un bidouillage comptable, c'est-à-dire en te vendant des plasmas, et puis de l'autre côté en te faisant pousser 3 arbres à l'autre bout du monde. Tu diras, voilà, il y a la compensation carbone, c'est réglé, nous vivons dans un monde, ce qui est parfaitement faux, parce que la compensation carbone, franchement, il faudra un jour y mettre la tête dedans, mais c'est une ingénierie comptable qui est à faire pleurer, quoi. Voilà. Mais on en est là-dedans. Donc il y a des gens pour qui c'est ça. C'est la mondialisation, tu peux aller chercher ton avocat à l'autre bout du monde, tu peux faire des traités de libre-échange avec des pays à 10 000 km et importer de la viande bovine à 10 000 km alors que tu pourras en avoir à côté. Il y a pour des gens, voilà, c'est ça. C'est donc une forme d'abondance et de monde où ça va de plus en plus vite, où il y a de plus en plus de flux, où il n'y a pas de stock, où on trouve tout quand on le veut, des masques à l'autre bout du monde, de l'énergie, etc. Ça, c'est le monde un petit peu, je pense, de Macron. Voilà. Et après, il y a la réalité. Et dans la réalité, vous regardez même à l'échelle mondiale, il y a 1 milliard d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc au moins de 1,5 $ par jour pour vivre, donc ils sont loin de l'abondance. Une grosse partie qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous avez 2 milliards d'individus qui vivent avec quasiment rien. En France, vous avez 22 millions de personnes qui ne partent pas en vacances. Un tiers qui sont vraiment, mais au minimum, sur tout ce qui est chauffage, sur tout ce qui est utilisation de l'électricité. Des gens qui ont des fins de mois difficiles. Des gens qui, quand ils appellent un médecin pour prendre rendez-vous, ont des temps d'attente énormes et doivent faire parfois plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour trouver un médecin. Donc c'est ça, l'abondance, elle ne concerne pas tout le monde, elle concerne une petite partie de la population. Et donc Macron, en disant ça, il donne l'impression en fait que pour tout le monde, tout est simple. Mais non, tout est simple pour une petite partie de la population. Pour la majeure partie de la population, et même au niveau mondial, tout est plutôt compliqué. Je veux dire, le monde n'est pas le G7. Macron, il pense que le monde, c'est le G7. C'est-à-dire 10% de la population qui font quasiment la moitié du PIB mondial. Non, il y a 90% de la population qui fait l'autre moitié. Et sur ces 90%, il y a une grosse partie qui n'ont quasiment rien. Et c'est ça qui est important de rappeler à Macron. Donc cette abondance, elle existait pour un petit nombre de pays, pour un petit nombre de personnes, et effectivement, c'est eux qui doivent supporter la majorité de l'effort. Vous savez qui est le plus grand super profiteur, si j'ose dire, qui fait le plus grand super profit? C'est l'État. Alors, les grands gagnants, c'est l'État, les entreprises sont fortement imposées, aidées pendant les super pertes. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette déclaration de Geoffroy Roux de Bézieux, donc président du MEDEF? Moi, ce qui m'étonne avec le MEDEF, mais avec une partie aussi des gens qui veulent penser comme le MEDEF, même quand ils ont une petite PME, quand ils n'ont même rien du tout, mais qui pensent que c'est la pensée des vainqueurs, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque crise, et on a vécu une en 2008, pareil,
Et là, on en a vécu une avec le Covid. À chaque crise, l'économie s'effondre, et c'est la force publique qui vient assister l'économie qui s'effondre. La crise 2008 était une crise quand même du capitalisme financiarisé, de l'économie libérale. Elle s'est effondrée. On est venu soutenir les grands groupes automobiles, on est venu soutenir les banques. Voyez, on a soutenu la consommation de la plupart des entreprises via tout l'argent en prestations chômage qui a été distribué. Et qu'est-ce qu'on nous a dit 2 ans après ? On nous a dit, l'État a trop dépensé, il faut qu'il fasse des économies. Ce que nous ont dit, et là le MEDEF était prêt à dire ça. Et là il nous dit la même chose. En période du Covid, on a tous été confinés. D'accord ? Les entreprises, effectivement, n'ont pas pu travailler, mais parce qu'il y avait la pandémie. Elles ont été aidées. Il y a eu un plan massif, des dizaines de milliards d'euros qui ont été donnés. D'ailleurs, elles ont même eu des baisses d'impôts après coup, en récompense. Le chômage partiel, c'est l'État qui l'a pris en charge, et ainsi de suite, et qui a permis justement que ces entreprises puissent avoir un minimum de consommation, même quand l'économie était arrêtée. Et donc, effectivement, les entreprises ne bossaient pas, elles faisaient moins de profits. Et là, il nous dit 1 an après, maintenant, elles font des profits, les entreprises. Donc, l'État, il trouve un peu de l'argent. Donc, c'est lui le gagnant. Donc, taisez-vous, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais on est où, là ? Donc, en fait, on socialise les pertes. Quand ça va mal, les entreprises, il faut que la force publique aille les aider. Puis, quand ça va bien, il faut surtout qu'elle aille voir ailleurs. Et on nous fait à chaque fois le coup. Il y a des gens qui trouvent ça bien. Moi, je trouve ça hallucinant. Et je veux dire, l'erreur qu'a fait le maire et Macron, c'est qu'il a fait toujours comme d'habitude, comme le CICE, etc. On prête sans condition. Et donc, on leur prête de l'argent. Là, on n'entendait pas beaucoup, le président du MEDEF. Il nous disait même que Mélenchon avait un programme crédible. On n'entendait pas du tout. Et puis maintenant, ça marche bien, tout est reparti. Et hop, il nous fait un gros bras d'honneur en disant c'est fini, il n'y a plus rien à voir, circuler. Donc la prochaine fois, moi j'espère, à la prochaine crise, j'espère pas qu'il y en aura une, mais si on a une, qu'on prêtera sous condition. Justement, sous condition. Et grosses conditions. Je n'ai pas que des conditions de remboursement. C'est idiot. Des conditions de comportement aux entreprises. Il y a Maxime Combe, économiste, donc un de tes confrères, qui rappelle ça. Les aides publiques au secteur privé ont augmenté de 215% entre 2006 et 2019, donc c'est plus de 7,2% par an. C'est 5 fois plus vite que le PIB, 3 fois plus vite que les aides sociales. Et autre donnée, il y a 10 ans, ménages et entreprises contribuaient à peu près de façon proportionnelle au budget de l'État. Ce n'est plus le cas aujourd'hui entre le CICE et la baisse des impôts sur les sociétés. On peut le voir sur le graphique. Et il y a Elisabeth Borne, de son côté, qui a affirmé hier continuer les baisses massives sur les impôts de production et supprimer la CVAE. Alors, qu'est-ce que c'est la CVAE ? C'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, c'est un impôt local, en fait, qui est versé aux collectivités territoriales. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'il y a toujours cet argument de protection des investisseurs, les petites PME qui croulent sous les charges, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle solution ? Nouvelle, je ne sais pas, apportée par notre Première ministre. Alors déjà, Maxime Combes a entièrement raison de rappeler ces chiffres. Il y a eu une perfusion d'argent public pour aider les grandes entreprises et on ne sait pas où cet argent est vraiment parti. Il est parti dans des dividendes, il est peut-être parti dans des projets d'exploration. Enfin, on a vraiment soutenu des entreprises sans aucune condition d'allocation de l'argent fourni et de comportement à avoir. Je veux dire, voilà, ces entreprises, pour la plupart, ont survécu grâce à de l'argent public. Et il a raison de le rappeler. Et demander où est passé cet argent est normalement quelque chose, c'est légitime d'un point de vue démocratique. Donc il a raison de rappeler ça. Maintenant, sur ce que dit Madame Borne, elle est toujours dans la même logique. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas que quand vous baissez les impôts sur les entreprises, ça ne crée pas forcément plus d'emplois. Ça ne crée pas forcément une baisse des prix. Ça va créer beaucoup plus de profits, mais qui ne vont pas aller là où elle veut que ça aille. Le CICE, on s'en souvient, ça devait créer 1 million d'emplois. Aujourd'hui, il y a plusieurs études. Ce n'est pas des études d'ONG, c'est des études de France Stratégie, dont une grosse partie des économistes ont soutenu Macron, soit dit en passant, donc on ne peut pas leur dire que c'est des grands gauchistes, mais qui ont dit qu'il y avait eu 100 000 emplois de créés. Vous voyez, 100 000 emplois. On est loin du million d'emplois qui devaient être créés. Donc maintenant, je sais qu'au MEDEF, chaque emploi créé grâce au CICE, non, ce n'est pas le cas. Quand on regarde, le CICE a profité majoritairement aux grosses entreprises du CAC 40 et ça a créé que 100 000 emplois. Donc on est toujours dans le même truc. Il faut baisser les impôts de production, il faut baisser les impôts destinés aux collectivités locales. Ça va créer des emplois, ça va se répercuter sur les prix. Il n'y a aucune condition qui montre que ça doit se répercuter sur les... Enfin, rien de formel qui dit que ça doit se répercuter sur les prix. On appelle les entreprises à le faire. Si elles ne le font pas, tant pis. Ça fait 5 fois qu'on les appelle et c'est la vie. Donc c'est là qu'on en est. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que les impôts de production,
Ils avaient déjà baissé une première fois, ils ont rebaissé une deuxième fois là. Nous avions quand même les subventions à la production parmi les plus élevées d'Europe. On avait des impôts élevés, mais on avait des subventions élevées. Et le différentiel, c'est ça qui est important. Ce différentiel n'était pas plus éloigné que l'Allemagne, en réalité, comme on n'arrête pas de nous le dire. Et là, on a baissé les impôts de production. J'espère qu'on n'a pas oublié de baisser aussi les subventions à la production, mais ça, visiblement, ça fait moins l'objet de débat, et tout le monde a l'air de faire comme si ça n'existait pas. Donc là, je veux dire, là, il va y avoir une perte de rentrée. Et pour les collectivités locales, c'est pareil. Alors que ça fait depuis 2015 qu'on a baissé les dotations aux collectivités locales, qui a divisé le budget de ces collectivités locales parfois par 2, dans une situation où le chômage a explosé. Vous savez très bien que c'est dans les endroits les plus pauvres, les endroits où il y a le moins d'industrie, que le chômage explose le plus. Donc ces gens sont confrontés à des difficultés. Et là, on va leur retirer un impôt supplémentaire, en espérant quoi? Que par la formule magique, moins d'impôts, plus d'investissements, plus d'emplois, etc., on sait très bien la réponse, parce que ça a déjà été fait. On la connaît, la réponse. Donc non, c'est une solution qui est idiote, largement idiote. De toute façon, ces pertes de rentrée seront rattrapées ailleurs. Alors, elles vont être rattrapées sur quoi? Si on fait des cadeaux aux entreprises, sur quoi on va le rattraper? L'assurance maladie, l'assurance chômage, c'est déjà fait, les aides sociales et les retraites. Donc voilà, les cadeaux aux entreprises sont rattrapés en fait sur toute la protection sociale faite aux citoyens. Dans le même temps, si j'ose dire, il y a beaucoup de personnes, pas que à gauche, qui défendent la taxe exceptionnelle pour les profiteurs de crise. Qu'est-ce que tu en penses et pourquoi? Bien sûr qu'il faut. En fait, il faut la défendre, et c'est dingue comme aujourd'hui. Et c'est ça pour moi en fait la victoire en fait quelque part du discours dominant. C'est que aujourd'hui, taxer des profits imprévus, c'est-à-dire que vous avez un conflit, tout le monde est opposé au conflit globalement. Dans ce conflit, il y a un pays qui est un des plus gros producteurs de pétrole et un des plus gros producteurs de gaz, ce qui a fait grimper les prix du pétrole et les prix du gaz. Et vous avez nos entreprises qui disent qu'elles sont contre ce conflit en partie, qui se gavent sur cette hausse des prix. Vous avez des spéculateurs qui se gavent sur cette hausse des prix. Donc on peut facilement calculer, en fonction de la production de ces entreprises, ce qu'est le profit imprévu. C'est-à-dire, quelle était la trajectoire en tendance du prix du pétrole sans le conflit? Quelle était la production de Total sans le conflit? Vous aviez rapidement ce qu'elle aurait fait finalement comme bénéfice, puisque les coûts sont à peu près connus, c'est des coûts sur le long terme. Donc vous aviez le bénéfice. Pourquoi on ne calcule pas ce profit imprévu dû à l'augmentation des prix et à la spéculation? Parce que c'est cette partie-là qu'il faut taxer. Alors on vous dit, oui, mais attends, si tu fais ça, c'est la Corée du Nord, c'est le Venezuela. Mais les États-Unis l'ont fait en 70. Quand aux États-Unis, pays libéral, quand il y a eu les chocs pétroliers, que les prix du pétrole ont augmenté avec les chocs pétroliers, les États-Unis se sont dit, c'est des profits imprévus pour nos compagnies pétrolières. Des profits imprévus qui profitent d'un événement géopolitique pour lequel nous sommes contre. C'est-à-dire que l'OPEP fasse augmenter les prix. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont taxé ces surprofits. Ils ont taxé ces profits imprévus. Même là en Europe, nos voisins juste à côté, là en 2022. Il y a des voisins qui le mettent en place également en Europe, au Royaume-Uni. Donc pourquoi nous on ne le fait pas? Non mais c'est vrai. Mais pourquoi on ne le fait pas? Il y a une vraie question à se poser. Il y a eu des profits imprévus dus à l'inflation, dus à la guerre. Et ces profits imprévus, ils doivent être taxés. Voilà, on parle de ça. C'est-à-dire que même eux, ils sont surpris. C'est un effet jackpot pour ces entreprises-là. Ils n'avaient pas prévu, ils n'avaient pas budgétisé que la guerre en Ukraine allait leur apporter autant. Donc là, il va falloir un moment taxer ces choses-là. Enfin, c'est quelque chose de logique. C'est pas la Corée du Nord, c'est pas le Venezuela de faire ça. Les États-Unis l'ont fait, le Royaume-Uni le fait. C'est quelque chose de logique. Merci Thomas. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cet Instant Porcher. Et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et avec vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.